Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet atelier de la FIRA. Stéphane et moi sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue. Et nous aurons bien sûr l'occasion aujourd'hui de vous parler de comment la robotique peut aider l'agroécologie. Ceci est co-organisé par l'INRAE et Robagri. Et avant de commencer, nous allons voir qui sont ces deux organisations. Et je donne la parole à Stéphane qui va nous présenter Robagri. Merci Roland. Eh bien, laissez-moi en quelques mots vous présenter l'association avant que Roland ne démarre, ne donne le coup d'envoi du forum scientifique. Donc, je suis un des directeurs de cette association. Notre association réunit les secteurs de la recherche, de la machinerie et des agriculteurs afin de représenter et d'accélérer ce secteur. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante? Pointeur, s'il vous plaît. Merci. Bien. Nous sommes quelques 88 membres de l'association. Notre mission, donc, créée en 2017, avec Kuhn qui présidait à l'origine l'association. Nous avions Axema l'INRAE qui était donc là dès le départ. Et donc, désormais, nous avons Christophe Roubaix qui préside. Christophe Roubaix, depuis 2021, est le président représentant l'entité Green Culture. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de groupes de travail où nous partageons les connaissances et puis nous essayons de promouvoir la vision de l'agriculture de demain. Diapo suivante. Voilà, on pourra sauter cette diapo car nous sommes pressés par le temps. Merci. Diapo suivante. Voilà. Alors, quelques actions. Alors, des actions d'une part techniques. Nous avons donc une dimension technique et nous essayons de répondre aux besoins des agriculteurs. Nous avons mis en place, nous essayons de permettre aux agriculteurs de tester des prototypes dans les champs. Et donc, nous avons trouvé une enveloppe pour le faire avec la participation d'Axema. Nous avons également travaillé sur les aspects sécurité avec un groupe de travail commun à Axema et également Nayo avec Guillaume Bouquet. Et puis ensuite, si l'on essaye de comprendre un petit peu l'étendue de toutes nos activités, bon, nous avons une enveloppe de 20 millions d'euros sur 5 ans. L'idée est d'utiliser ces fonds pour mettre sur le marché des machines qui sont plus précises et qui correspondent aux besoins des agriculteurs. Alors, quelques exemples de nos machines, comme vous pouvez le voir, nous avons une grande diversité, une grande variété de machines. Nous en avons certaines donc dans le secteur de l'élevage. Nous avons des machines qui peuvent servir dans le maraîchage. Nous avons des machines pour aider à la manutention. Nous avons d'autres machines qui permettent donc le travail des champs. Donc on a la Kuhn et Nayo qui travaillent là-dessus. Et là, la gamme est assez vaste. Nayo, là on est dans le secteur de la vigne. Nous avons d'autres engins qui donc ont trait plutôt à l'irrigation. Donc voilà,
des outils, de l'outillage très variés, différents secteurs. Nous avons un certain nombre de membres étrangers qui contribuent au développement du marché français à long terme. Donc ici, vous pouvez voir les partenaires étrangers. Nous avons également un certain nombre de fournisseurs qui sont des acteurs clés. Certains d'entre vous les connaissent certainement. Ensuite, nous avons nos partenaires de recherche. Et puis, ici, dernière diapo, nous avons un certain nombre de coopératives qui sont représentées ici. Nous pouvons voir des distributeurs dans le secteur de la machine-outil. Ceci étant dit, je donne la zapette à Roland qui va pouvoir donner le coup d'envoi formel du FIRA 2024. Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais présenter rapidement ce que nous faisons à l'INRAE. Je n'ai pas de présentation. Peut-être qu'on peut passer sur mon ordinateur, si c'est possible. Oui, merci infiniment. Donc, je pense que vous connaissez l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement. Nous travaillons sur certains aspects importants de l'agriculture et l'alimentation humaine. Nous avons organisé ces ateliers. Donc, dans le centre de la France, nous sommes une petite entité qui essaye de développer de nouvelles technologies en mettant en œuvre des principes agri-écologiques. Nous travaillons sur l'Internet des objets, l'IoT. Nous travaillons sur l'analyse de l'environnement et la modélisation pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques qui permettraient les transitions. Nous essayons également d'enquêter sur le bien fondé de ces nouvelles technologies et leur pertinence pour l'agriculture. Nous avons également prévu de développer donc ces technologies pour permettre la transition agricole et nous travaillons sur les grands défis robotiques pour l'agroécologie. Nous avons une première présentation sur ce sujet. Nous sommes également impliqués dans un grand plan stratégique agroécologique. Et dans ce cadre, nous travaillons la main dans la main avec un grand projet national de robotisation. Un petit peu de publicité maintenant pour notre matériel. Nous avons développé un vivarium de robots. Et si vous allez au stand numéro 7 de la FIRA, vous verrez nos robots et vous pourrez en parler avec les équipes qui sont sur le stand. Alors, je suis ravi d'être ici et vous pourrez voir les dernières avancées en robotique qui permettront la transition agroécologique. Nous parlerons de nos robots, comment ces robots permettront de mettre en place de nouvelles pratiques agricoles, permettront la prise de décision dans certains domaines. Et on verra également comment ces robots peuvent être intégrés à la ferme et au travail de la ferme ou des champs. Et nous verrons également comment nous pourrons procéder avec notre premier orateur Cédric Seguino de l'association Robagri qui va nous parler de ses réflexions autour de la construction, de la robotique. Merci beaucoup pour commencer ce tout premier atelier du FIRA 2024. Okay. Thank you very much. Bien, merci beaucoup.
Je suis ravi de pouvoir ouvrir la session de ce matin. Comme Stéphane et Roland l'ont dit, je viens d'être tout juste bombardé à ce poste à la suite du grand défi. C'est le grand défi de la robotique agricole qui est cette initiative qui cherche de permettre ce développement de la robotique dans le monde agricole. Alors, je vais essayer d'expliquer comment la robotique et l'agroécologie peuvent travailler de concert et ce que nous ferons dans le cadre du grand défi pour essayer d'accélérer et permettre l'émergence de nouvelles pratiques agroécologiques. Et pour commencer, j'aimerais remercier mes co-auteurs car j'ai été bombardé ici chez Robagri. Auparavant, j'étais chez Nayo. Et donc, merci à Marine, Marilys et Xavier qui font partie tous du grand défi à l'heure où je vous parle. Bien, donc commençons cette session avec une diapo optimiste. Vous connaissez ce concept des limites planétaires. J'aimerais donc dire que ces dernières années, les activités humaines ne sont pas durables, notamment les activités agricoles qui contribuent donc à ce concept de limite planétaire. Et il y a bien sûr une dimension civile et en ce qui concerne la biodiversité, nous sommes en train de franchir un certain point qui pourraient être des points de non-retour. L'utilisation des pesticides pour assurer les rendements dans le passé. Vous pouvez le voir ici, l'utilisation des pesticides dans le monde. Ce que l'on peut dire, c'est que ces pratiques ne sont pas durables. Elles exercent une pression sur l'environnement et si l'on veut éviter l'effondrement tôt ou tard, il faut changer de pratique. Je ne vais pas entrer dans le détail, où nous avons énormément de littérature à ce sujet. Mais la question est pouvons-nous produire plus, de meilleure qualité, avec moins d'intrants, moins de ressources, moins de sol? Et donc ça, c'est la question cruciale, la question que se pose toute personne travaillant dans le secteur agricole. Alors, que peut nous apporter le numérique, le digital? Alors, il y a déjà l'agriculture de précision. Le principe est assez simple. Au lieu de considérer le champ et de dépendre de façon homogène des intrants, on va essayer d'analyser chaque plan individuellement et apporter à chaque plan les intrants, les quantités d'intrants dont il a besoin. Donc ceci nécessite une bonne compréhension des interactions d'une plante avec son environnement. Il faut bien sûr une bonne connaissance, une bonne base de connaissances agronomiques, mais bien sûr il faut des données. Et pour cela, il faut se reposer sur les nouvelles technologies que nous associons donc à toutes ces données disponibles sous format numérique. Bien, donc, mais quand bien même on utilisait ce qu'on appelle le big data et ces données numériques pour rendre possible cette agriculture de précision, je dirais que pour l'heure, les agriculteurs sont heureux quand ils disent ces pratiques parce que bon, ils sont plus précis, ils réduisent le travail des agriculteurs, réduisent les intrants, c'est une bonne chose, mais nous sommes toujours sur la même trajectoire. Et donc, si l'on pousse ce modèle plus loin avec l'aide du numérique, qu'est-ce que cela permettra? Est-ce que l'on pourra maintenir ce système, survivre 2-3 mois de plus, ou est-ce qu'il faudra changer le système dans son ensemble? Alors, je dirais, nous n'avons pas de panacée, de réponse universelle. Ça ne va pas tout changer. Et ces dernières décennies, on a développé l'agroécologie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que l'agroécologie. Je ne suis pas moi-même agronome, mais
ces principes sont à la base du fait que nous allons essayer d'utiliser des principes naturels et nous allons étudier l'agroécologie et profiter des interactions naturelles entre les plantes et le sol afin de soigner la plante en utilisant les ressources disponibles dans le champ. C'est basé sur le principe de la régulation biologique. Les pratiques agricoles tâchent dans le cadre de l'agroécologie d'utiliser des plantes auxiliaires. On essaye de respecter, si vous voulez, tout simplement les écosystèmes. Et ceci est basé sur quelque chose de complexe. La nature est complexe. Par conséquent, il faut avoir accès à des données, bien évidemment, mais également, il va falloir prendre soin de la terre au niveau de la plante, plante par plante. Il va falloir interagir avec chaque plant individuellement. Par conséquent, il va falloir énormément de données, de puissance de calcul pour pouvoir faire ce travail. Et il reste encore une certaine incertitude quant à notre capacité à utiliser cette approche à grande échelle. Gardez à l'esprit que nous devons fournir de la nourriture en vaste quantité pour toute l'humanité, si vous voulez, la population mondiale. Et donc, si nous devons changer l'agriculture et si nous voulons que les pratiques agroécologiques deviennent des pratiques, les pratiques conventionnelles en réalité, prennent le pas, alors il faut garantir la sécurité alimentaire. Et là, bien sûr, il y a un grand point d'interrogation. Alors, quelques exemples de pratiques agricoles. Alors, c'est très intéressant. Ici, bien sûr, vous verrez qu'on peut utiliser la robotique de façon assez simple. Quand on parle ici de culture en bande, ici, on profite des interactions entre plusieurs plantes dans le même champ. Donc, afin d'organiser, si vous voulez, cette pratique, l'on peut mettre en place ce qu'on appelle le strip cropping. Donc, on peut également mélanger les cultures, faire de la multiculture et avoir différents plants dans un même champ pour permettre certaines interactions. Alors, bien sûr, cela devient très difficile ici aux équipements agricoles de distinguer entre les plantes et d'apporter le bon service à la bonne plante au bon moment. Bien sûr, on peut planter différentes plants dans un même champ à différents moments. Ça, ce sont plusieurs exemples. Donc, voici un petit aperçu publié par CityFM. Il y a énormément d'études, si vous voulez, liées à l'agroécologie. Et il y a de nombreuses méthodes très prometteuses. Mais la plupart du temps, il faut énormément de travail humain pour permettre ce travail. Travail qui est laborieux, qui est dur, et il y a un manque d'équipement pour permettre de faciliter, de mécaniser la tâche ou de la simplifier. Et donc, nous nous trouvons dans une sorte d'impasse. Nous serons dans une impasse tant qu'il n'y aura pas d'aide pour permettre les agriculteurs à déployer ces techniques à grande échelle. Et c'est là que la robotique entre en jeu. D'un autre côté, comme Stéphane l'a déjà dit, nous avons un certain nombre de robots qui sont déjà disponibles, qui travaillent dans les champs. Certains font du désherbage, mais il y a d'autres tâches qui peuvent être réalisées de façon autonome par des robots. Et l'idée est que nous allons évaluer tout ce que nous pouvons faire afin de permettre à la robotique de servir l'agroécologie dans le cadre de ce grand défi. Alors, nous sommes convaincus que la robotique peut être utilisée pour essayer de développer des actions préventives, aider
à la réduction des pesticides, la pression des ravageurs, lutter contre ces ravageurs de façon mécanique. On peut également travailler par bande donc de culture. Mais l'idée du grand défi, c'est de voir quel est le potentiel de la robotique, ou comment la robotique peut-elle aider, permettre la mise en place et le développement de l'agroécologie. Donc la diversité, l'agilité, la robotique, donc ce sont différentes façons d'aborder le problème. Et comme nous sommes dans une situation dans des situations très diverses, on peut utiliser différentes stratégies. On peut utiliser l'intelligence artificielle, on peut utiliser la technologie. C'est une réponse. Ça n'est pas la réponse, c'est une des réponses. La robotique ne va pas, ne sera pas la seule réponse pour permettre l'agroécologie. Certainement pas. Mais cependant, la robotique pourra être un bon outil qui permettra aux agriculteurs de développer certaines pratiques à grande échelle. Et gardez à l'esprit que lorsque l'on parle de robotique, il ne s'agit pas de quelque chose qui est bon pour l'environnement par définition en soi. Si vous faites un tour au FIRA, vous verrez beaucoup de robots. Vous verrez des robots électrifiés qui réaliseront un certain nombre de tâches mécaniques qui permettront d'éviter, par exemple, d'utiliser des pesticides ou qui feront des projections, on va dire, quantifiées pour limiter la pression des intrants. On peut faire ça pour l'environnement. C'est vrai, mais on peut également le faire pour parer au manque de main-d'œuvre. Ça, c'est une chose. On peut également le faire pour éviter que les agriculteurs soient exposés aux produits chimiques. Souvent, ces robots ont été développés pour répondre à des besoins spécifiques dans les champs, mais pas forcément pour protéger l'environnement. Et nous n'avons pas de méthode qui nous permette d'évaluer si, en fin de compte, un robot est bon pour la planète ou non. Autrement dit, l'impact de cet équipement est-il meilleur ou moins bon que la pratique conventionnelle pratiquée jusqu'à présent? Et donc, si nous n'avons pas de méthode pour réaliser ces évaluations, alors il sera très difficile d'arriver à, à être sûr que nous allons dans la bonne direction. Regardez par exemple, les véhicules électriques. Pendant très longtemps, on a eu de longues discussions pour savoir s'il était mieux de prendre en compte le processus de fabrication et les ressources qui sont nécessaires pour fabriquer des batteries, par exemple. Une voiture électrique est-elle meilleure pour l'environnement qu'un véhicule thermique? Alors, la réponse est oui, parfois. Si l'on évalue, si l'on prend en compte les ressources nécessaires pour construire une voiture et si on utilise le véhicule suffisamment longtemps avant de passer à un autre. Autrement dit, ça va être la même chose pour les robots. Il y aura un certain nombre de conditions qui permettront que, en fin de compte, lorsque vous vous pencherez sur tout l'impact sur les ressources, sur les émissions, sur la gestion du gaspillage, par exemple, en fin de compte, on verra si l'utilisation de ce matériel, de cet équipement, aura été meilleure pour l'environnement que ce que nous faisions précédemment. Par conséquent, il y a deux aspects à la robotique. Le premier, comment allons-nous développer de nouvelles fonctionnalités et comment l'agroécologie peut-elle être permise grâce à la robotique? Et ensuite, il faut prendre en considération le fait que ces robots auront un impact. Il s'agit de nouvelles technologies et il faut évaluer l'impact de ces nouvelles technologies. Et de fait, nous ne savons pas exactement comment évaluer ces impacts. L'une des approches de cette analyse d'impact, c'est celle que nous avons choisie dans le cadre de Robagri.
c'est d'appliquer une méthode que l'on appelle l'évaluation du cycle de vie. Donc on a utilisé cette méthode sur la robotique et il est exact que nous n'avons pour l'instant pas d'études sur le cycle de vie. Il n'y a pas de telle étude sur la robotique. La première étude a été menée ici à l'INRAE et a été appliquée à la robotique. On a fait une comparaison entre TED, donc qui est la solution Nayo, de désherbage des vignobles, et on a comparé cette approche robotisée à l'approche conventionnelle. Donc il faut voir les choses d'un point de vue systémique. Donc il faut voir de quoi on a besoin comme intrant, qu'est-ce qu'on a besoin comme unité fonctionnelle, et ensuite on voit qu'est-ce qui est émis. Et on fait un équilibre entre les intrants, l'entrée, si vous voulez, et la sortie. C'est ça l'analyse de cycle de vie. Et au bout du compte, on peut évaluer sur différents aspects l'impact, notamment en termes de réchauffement climatique, d'atrophisation, de toxicité humaine, l'utilisation des ressources fossiles, des ressources en minéraux. Et c'est une approche qui est parfaitement utile. Vous avez ici un exemple un peu plus concret. Alors, à premier abord, ça a l'air assez complexe, ce genre de graphique, mais si on regarde plus en détail, on voit ici ce qui est entouré en vert. Vous avez dans les deux premières barres une comparaison d'un tracteur, donc de l'impact d'un tracteur en termes de réchauffement climatique. Et les deux petites barres à côté, c'est l'impact du robot TED. La différence principale entre les deux, donc le tracteur et le TED, vous la voyez ici, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Il est exact ici que le petit robot TED est un robot qui est électrique et par conséquent, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. En rouge, c'est la toxicité humaine. Et là, la comparaison est différente. Vous voyez que l'impact du TED est supérieur à celui du tracteur. Pourquoi? Cette toxicité humaine, on tient en compte la fabrication. Et le TED est utilisé essentiellement pour faire du désherbage. Donc, si vous utilisez le TED pendant 1 heure pour désherber, vous allez utiliser virtuellement plus le TED que le tracteur. Et donc, il y a plus de toxicité humaine. Donc, un outil qui est très utile, qui permet aux fabricants de faire ce que l'on qualifie d'une éco-conception. Donc les fabricants sont en situation de voir quels sont les impacts, de voir quelles sont les parties ayant le plus d'impact potentiellement délétère et comment ils peuvent améliorer leur robot pour réduire ces impacts. Et donc grâce à cette analyse, ils élaborent des stratégies de conception, d'élaboration, ceci encore une fois pour réduire l'impact des robots. Et puis ça peut aussi servir d'orientation pour l'éco-conception. Dans notre cas, dans notre exemple, nous avons pu mesurer l'impact sur le champ et on se rend compte que quand on a des rangées plus courtes dans des champs qui sont très larges, le robot contribue davantage parce qu'il va pouvoir plus facilement faire des demi-tours que dans un champ où le rayon d'action pour faire le demi-tour est moindre. Donc il y a différentes possibilités d'améliorer l'apport des robots. Et évidemment, ce n'est qu'une première étape que de faire cette analyse en cycle de vie. Pour avoir une approche globale, il faut aussi savoir quelle est la situation de référence. Et pour avoir une situation de référence, il faut encore une fois avoir des données. Dans le cadre de notre étude, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il nous manque des données. Il nous manque des données sur la situation de référence, par exemple, avec les tracteurs. Au début, on a utilisé les données dites LCI, qui sont des données issues des données qui ont 22 ans d'âge, portant sur des tracteurs qui, à l'époque, n'embarquaient pas du tout d'électronique. Donc les données LCI ne sont pas forcément des données à jour. Donc il faut avoir des données sur les technologies, des données sur la manière dont ces technologies sont conçues, la quantité d'aluminium dans les tracteurs ou dans les appareillages, etc. Donc on manque de références, on manque de données à jour. Et c'est un problème si l'on veut faire des comparaisons qui vont être utiles aux concepteurs qui a pour objectif de faire de l'éco-conception. Donc il existe sur le marché quantité de robots
On peut comparer en interne, faire un benchmarking de ces différents robots. Ça, c'est possible quand on a déjà une certaine force de frappe, mais quand on est une start-up et qu'on essaie de se lancer dans ce domaine, eh bien, il faut pouvoir accéder à des références, à des données de qualité, et ce n'est pas toujours facile. Par ailleurs, avec la robotique, on propose aussi de nouveaux services, des services complémentaires. Par exemple, quand on regarde ce qu'on appelle le pixel cropping, c'est-à-dire le fait de faire de la culture en pixels, on a besoin d'autres services, des services qui sont proposés, mais il faut voir quelle est la valeur ajoutée de ces services ajoutés. Et pour pouvoir faire une comparaison, on a besoin de savoir quelle est l'unité fonctionnelle. Et là encore, il est difficile d'accéder aux références, d'accéder aux données de référence. Donc avec ces services complémentaires, avec les différentes fonctionnalités qui sont vraiment au cœur de ce que sera et de ce qu'est la robotique, si on n'a pas ces données de référence, il est très difficile de faire des comparaisons. Par conséquent, on doit élaborer des méthodes pour gérer ce manque de données et y suppléer. Par ailleurs, on a besoin d'indicateurs dits LCA, mais ces indicateurs LCA ne sont pas en capacité, par exemple, d'évaluer l'impact sur, par exemple, la compaction du sol. Quand on utilise un équipement lourd, on va faire un compactage du sol. Il va donc y avoir un impact négatif sur le vivant dans le sol. Et il est difficile d'évaluer exactement quelle est la relation entre le poids de l'équipement et l'équilibre chimique du sol. Et dans ce cas-là, on a d'autres méthodes à notre disposition qui permettent d'évaluer les effets locaux. Donc, encore une fois, le compactage du sol, la pollution locale, l'exposition des agriculteurs aux produits chimiques, aux intrants. Tout ceci doit faire l'objet d'une évaluation beaucoup plus globale. Il faut en tenir compte dans sa totalité pour, encore une fois, avoir cette vision d'ensemble de l'impact de l'équipement sur l'environnement. Et donc, ce dont on parle ici, généralement, c'est l'environnement. Quand on parle d'agroécologie, on parle de pratiques durables, on parle d'une volonté d'améliorer les choses aussi d'un point de vue social, en particulier pour les agriculteurs. Et donc, il est important d'avoir des indicateurs qui mesurent l'impact socio-économique. Et là aussi, il faut être en capacité de comparer les nouvelles technologies, c'est-à-dire les robots, et d'un autre côté, les machineries ou les pratiques conventionnelles. Ce qui se passe quand on mélange les différentes technologies, donc par exemple, si on a un tracteur, que l'on équipe d'une nouvelle technologie numérique, on va pouvoir faire plusieurs tâches avec cet équipement qui est devenu intelligent. Quelle est la différence entre ce tracteur rendu intelligent et un robot? Quand on veut comparer ces deux approches, il faut qu'on ait une méthode qui soit suffisamment fiable, qui tienne compte des spécificités de l'équipement conventionnel, de l'équipement intelligent et du robot. Et ça, il faut le faire au niveau d'une exploitation, pas nécessairement en abstraction. Et donc tout ceci revient à dire que nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes, de défis, et nous n'en sommes qu'au début de la recherche en la matière. Raison pour laquelle nous avons décidé de lancer le grand défi de la robotique agricole. En matière d'agroécologie, on veut accélérer le développement de l'utilisation des robots dans les fermes, dans les exploitations. Et il faut aussi accélérer la transition vers une agriculture plus durable. Évidemment, l'agroécologie n'en est encore qu'au stade de la recherche. Il existe des pratiques pour lesquelles nous sommes convaincus que les robots permettront de les mettre en œuvre en passant à l'échelle, si vous voulez, à grande échelle. Et cependant, il y aura besoin d'un certain nombre de prérequis. Et donc, dans le cadre de notre grand défi, il faut tenir compte des pratiques agroécologiques
Il faut faire avancer la recherche de manière à évaluer de quelle manière la robotique peut aider à mettre en place de nouvelles pratiques agroécologiques. Donc, dans le cadre de cette recherche, on va essayer de trouver des modèles, on va essayer de trouver des projets pilotes, des collaborations entre les instituts de recherche et les fabricants pour pouvoir tester, dans certains cas, sans avoir nécessairement une idée de quels seront les débouchés, quel sera le marché, être vraiment dans une approche de recherche. Et dans le cadre de cette recherche, évaluer si la robotique peut aider, que contribuer, plus particulièrement pour quelles pratiques agroécologiques. Donc ça, c'est une première étape. C'est une grande étape du grand défi. La deuxième étape, elle est plus court-termiste. Alors, la première étape est relativement court-termiste, c'est-à-dire la recherche. Et la deuxième, c'est fournir des données, des savoir-faire aux fabricants pour que eux, à leur tour, développent des équipements qui ont un impact connu sur l'environnement. Parce qu'au bout du compte, on ne peut pas pousser la robotique en faveur de l'agroécologie si on n'est pas capable, d'un autre côté, de s'assurer que cet équipement ne va pas avoir un impact pire que les pratiques actuelles. On ne va pas pouvoir mettre une Tesla dans le champ. Par conséquent, on va fournir aux développeurs des capacités de test, on va travailler sur la méthodologie. Je vous ai décrit tous les défis dans mes diapositives précédentes. Donc, il faut travailler sur la méthodologie, il faut travailler sur la capacité de test. Et en faisant cela, on va mettre à disposition des industriels un cadre qui va leur permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin en termes de développement. Mais en parallèle, on va aussi mettre à disposition des agriculteurs un cadre pour voir où ils se situent, voir quel est leur impact environnemental. On va les aider à évaluer l'impact de chaque équipement qu'ils possèdent actuellement, quel est l'impact de chacun de leurs choix, les aider potentiellement à changer et à choisir de nouvelles pratiques. Et puis, pour les autres parties prenantes, nous allons les aider à mieux comprendre quelles sont les nouvelles valeurs que peuvent apporter ces nouvelles pratiques. Il faut bien garder à l'esprit que tout repose sur la donnée. Il faut recueillir des données qui sont utiles, bien sûr, pour les agriculteurs, mais aussi au niveau des territoires, pour, par exemple, comprendre l'impact du changement climatique sur un territoire donné. Et donc, il y a de la valeur ajoutée dans ces données, pas seulement pour les agriculteurs, mais pour toutes les parties prenantes. Et il faut bien souligner cette valeur ajoutée. Et nous allons vraiment pousser pour avoir ce narratif auprès des décideurs. Et puis, parce qu'au bout du compte, il faut savoir qui va payer ces nouveaux équipements. En guise de conclusion, on peut dire que, évidemment, il existe actuellement une forte pression. Il faut changer les systèmes agricoles. L'agroécologie peut être une partie de la réponse, mais il subsiste un certain nombre d'incertitudes pour savoir si cette approche agroécologique pourra être mise à l'échelle. Dans l'intervalle, la robotique est déjà une réalité. Les robots sont présents dans nos exploitations et il faut aider les fabricants, ceux qui développent des solutions, à élaborer là encore, des produits qui soient éco-conçus en les aidant à comprendre quel est l'impact de leur solution. Et puis, à l'échelle plus globale, quel est l'impact, évidemment, sur l'environnement, mais aussi au niveau social. Donc, on veut mettre à disposition de toutes les parties prenantes une boîte à outils pour aider les agriculteurs, mais aussi les fabricants et les personnes travaillant dans la recherche. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Sylvie, for this. Merci beaucoup pour cette belle conférence pleine d'espoir. Le conférencier suivant va s'installer. On a peut-être le temps de prendre une question, voire deux, à condition qu'elle soit succincte. Hello, Tom Allen. Bonjour, Thomas Stevens, je suis de chez Tech Farmers en Grande-Bretagne. Cédric, c'est vraiment très intéressant cette idée que vous nous présentez de l'agroécologie, cette approche de la robotique. Et vous avez beaucoup parlé d'innovation. Ford, à l'époque,
n'a pas nécessairement tenu compte des ressources lorsqu'il a élaboré les premières automobiles. S'il avait tenu compte des ressources et de l'achèvement des ressources, il n'aurait certainement pas élaboré ces chaînes de production comme il les a élaborées. Alors évidemment, il faut comprendre la valeur de la robotique, mais pas forcément la valeur écologique. Donc ma question, c'est comment peut-on avoir à la fois une prise en compte de la valeur agroécologique et aussi de la valeur de marché? Alors, c'est une question plein de facettes et je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre en quelques mots. Alors, il faut bien diviser les choses. D'un côté, la recherche en agronomie, l'agroécologie d'un côté, parce que si on met dans le même sac tous les aspects, on n'est pas capable d'innover. Donc, il faut savoir comprendre les différents aspects, notamment deux aspects de la recherche. D'une part, il y a l'agronomie et de l'autre côté, il y a l'efficience, le côté économique et l'élaboration d'un business plan. Moi, je travaillais chez Nayo, donc j'ai le point de vue aussi du fabricant avant d'être dans la recherche. Et donc, ayant ce parcours, je sais très bien quel est le point de vue du fabricant. Je connais la notion business qui est attachée. Alors, il ne faut pas vouloir faire se rejoindre trop rapidement ces deux aspects, donc recherche et business. Parce que si on veut les faire se rejoindre trop vite, on va louper des opportunités liées aux robots et à le potentiel aspect positif de la robotique sur l'agroéconomie. Alors évidemment, les défis ils sont multiples, j'en ai mentionné certains dans ma présentation, et évidemment, il faut malgré tout garder l'esprit d'initiative. Merci beaucoup et désolé de vous chasser du podium. Merci beaucoup pour la conférence. Vous pourrez poser plus de questions à Cédric pendant la pause café ou en tout cas pendant les 3 jours que durera la FIRA. Merci encore, Cédric. On l'applaudit. Merci. Nous allons maintenant écouter le deuxième conférencier, Leandro Antonio Zaza. Je vais vous laisser vous présenter, monsieur, et vous allez nous parler de l'élaboration de machines avec logiciels, comment les élaborer de manière collaborative. Je m'appelle Leandro Antonio Zaza, je travaille chez TT Control. Je suis responsable produit. On a ici des clusters de véhicules autonomes. Vous en avez une photo ici à droite. Je vais vous parler de l'aspect technologique. La méthodologie que nous mettons en œuvre de manière à avoir des machines qui sont définies par le logiciel et voir comment elles peuvent collaborer pour atteindre notre objectif ultime. Avant de commencer, je vous présente rapidement notre entreprise. C'est une joint venture entre TT Group et Hydac. Hydac, c'est un fournisseur de matériel hydraulique et TTEC, c'est une entreprise autrichienne qui travaille dans différents secteurs, l'aérospatial, l'avionique et l'automobile. Donc c'est une joint venture entre ces deux grandes entreprises à empreinte internationale. On développe des solutions, des portails, des logiciels pour ces différents marchés, aussi au service de l'agriculture. Alors, j'espère que vous arrivez à lire mes diapositives, ce qui est peut-être pas facile parce qu'elles sont un peu floues, le focus n'est pas très bon, la mise au point de la lentille n'est pas très bonne. Sur les dernières années, on a observé un certain nombre de tendances. L'une des tendances, c'est l'exploitation autonome des machines qui fonctionnent seules dans l'exploitation. Il y a aussi la tendance des solutions dites télématiques et reposant sur le cloud, où toutes les données qui vont être envoyées aux véhicules sont dans le cloud. Ça permet de faire la gestion de la flotte, la gestion des véhicules individuels. Ça permet de déployer aussi des algorithmes dans le cloud. Après, il y a aussi la tendance des dispositifs à faible latence, à faible vitesse. Donc, on est passé de ces dispositifs et maintenant, on va vers des interfaces beaucoup plus rapides, à plusieurs mégaoctets, qui reposent, encore une fois, sur Internet. Et puis, l'autre tendance de fond, c'est la sécurité
La sécurité, elle devient de plus en plus importante. On veut essayer autant que possible d'éviter un hacking des machines, une attaque de cybercriminalité qui peut à la fois causer des dégâts au niveau de l'exploitation, mais aussi de la machine. Concernant les dispositifs autonomes, vous savez mieux que moi ce qu'est un robot, donc je vous ai mis malgré tout une définition à gauche. Et à droite, vous avez un graphique un peu touffu qui vous montre je pense que c'est à peine lisible. Vous voyez ici que plus de 50% des tâches dans le domaine de l'agriculture peuvent être automatisées. Alors sur le papier, ça a l'air très bien, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'une fois dans l'exploitation, le robot doit intervenir dans une intervention qui est soumise au climat, c'est-à-dire des jours où il fait chaud, des jours où il peut y avoir du gel. Et donc un environnement qui est en évolution, en changement constant. Et on veut d'ailleurs avoir un environnement qui change. On ne veut pas avoir des conditions environnementales qui soient figées. Donc, c'est une contrainte. Et puis, évidemment, le robot doit aussi avoir toute une variété d'applications et de cas d'usage. Et le robot doit être capable de s'adapter à ces différents aspects de variabilité. Par ailleurs, un certain nombre de fonctions sont requises. La détection des objets, par exemple. Il faut que le robot soit capable de faire la différence entre une plante et une mauvaise herbe. Être capable aussi d'identifier des personnes de manière à ce que l'on garantisse la sécurité sur l'exploitation. Il faut que le robot soit capable d'éviter une collision avec un agriculteur, par exemple, qui serait dans le champ. Il faut aussi pouvoir naviguer dans un environnement non connu, non cartographié. Il faut que le robot soit capable de concevoir, d'élaborer des itinéraires le mieux adaptés à la topographie. Et puis, il faut avoir une fonction de planification des tâches. Le robot, de manière autonome, doit être capable d'accomplir ces tâches de la manière la plus efficiente et évidemment la plus rentable. Au niveau du système, vous avez ici un aperçu d'un équipement intelligent. On a un certain nombre de capteurs qui permettent d'automatiser. Mais si on veut vraiment arriver au-delà de cette automatisation à un fonctionnement totalement autonome, on doit ajouter par exemple des caméras à ces capteurs. On doit aussi ajouter des algorithmes et on doit aussi augmenter le niveau de sécurité. Et pour cela, on a besoin de capteurs à multiples modalités. Parce que la caméra n'est pas suffisante pour identifier des objets dans tous les environnements. Il va falloir un radar, il va falloir un lidar embarqué. Et puis ensuite, il faut faire une fusion de l'ensemble des données recueillies par l'ensemble de ces équipements. Pour pouvoir, par exemple, on va donc détecter un objet, par exemple, avec la caméra, un autre avec le lidar, faire une fusion de ces données, appliquer un algorithme sur les données qui ont été amenées par ces différents équipements. Et il faut que cette fusion des données puisse être faite à un bas niveau. Ensuite, les données, il faut qu'elles puissent être chargées, donc exporter des équipements vers le cloud. Parce que c'est sur le cloud que l'algorithme va être exécuté. Donc, votre algorithme, il est sur le cloud, moyennant quoi il faut que vos données soient chargées vers le cloud, envoyées vers le cloud. Donc, vous avez besoin d'un équipement de réseau à un moment ou à un autre pour renvoyer les données. Et puis, il faut peut-être aussi embarquer une communication véhicule à véhicule pour gérer la flotte. Et ça aussi, ça va être piloté depuis le cloud. Dans cette architecture virtuelle, on se rend compte qu'on a besoin d'une boîte noire, de ce qu'on appelle un HPC, c'est-à-dire c'est un petit ordinateur embarqué dans lequel on va venir colliger les données de l'ensemble de ces équipements. Et ça, c'est vraiment la pointe de la technologie. Bien sûr, cette boîte noire ne serait qu'une boîte sans un logiciel. Un logiciel qui est chargé dans la machine, qui est actualisé de manière à améliorer les capacités de la machine au fil de l'eau. C'est la raison pour laquelle on parle d'une machine définie par le logiciel. Donc la machine va voir ses capacités améliorées au fur et à mesure que l'on a des actualisations ou des mises à jour du logiciel embarqué.
Ensuite, on a bien sûr donc on a un matériel centralisé, mais les nouvelles caractéristiques, elles sont chargées via le logiciel au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. Quels sont les défis qui sous-tendent la mise en œuvre de ces machines pilotées par logiciel? Alors évidemment, c'est intéressant de voir quelles sont les données qui peuvent être recueillies auprès des agriculteurs pour aussi apprendre, à tirer des enseignements, éviter de reproduire des erreurs. Il y a aussi une forte pression en faveur de plus de modularité et plus de souplesse. Il faut se dire que quand on a ce genre de machine, on va avoir donc un logiciel qui, à intervalles réguliers, va être mis à jour. C'est quelque chose qui va permettre justement cette modularité. Ensuite, on a à l'heure actuelle une communauté d'experts qui est relativement restreinte et ce logiciel embarqué va permettre de pallier à cette communauté, va permettre de recueillir davantage de données qui vont permettre de former également les communautés. On va aussi avoir des jeux de données qui permettront ensuite aussi d'entraîner les algorithmes reposant sur l'IA. Donc derrière tout ceci, il y a quantité de défis, mais évidemment, il y a une forte pression des différentes parties prenantes en faveur de ces machines embarquant des logiciels. Il faut évidemment rester dans la déontologie en étant potentiellement dans la collaboration. Alors évidemment, ça ne va pas tout résoudre, mais on pense qu'il faut collaborer entre les équipementiers et les développeurs de logiciels. Et c'est dans ce contexte que nous avons lancé il y a quelques années ce qu'on appelle le Autonomous Operation Cluster, un cluster qui a permis de regrouper ces différents industriels. Des industriels qui collaborent, qui partagent leurs expériences, leur savoir-faire et qui élaborent de nouvelles fonctionnalités dans les machines. Des machines notamment dans le domaine de l'agriculture. C'est pour ça que je suis là et je suis là aussi pour vous inviter à rejoindre ce cluster. Le logiciel, donc, c'est le cœur du réacteur, en quelque sorte, qui permet d'actualiser le matériel via Internet, via un réseau, et qui permet donc au départ, on a un matériel qui est dit agnostique, c'est-à-dire qui n'est pas dépendant de l'une ou l'autre des solutions. On a un cadre ROS 2 qui permet d'avoir la modularité et la souplesse, qui permet au fur et à mesure de mettre à niveau à la fois les logiciels et les fonctionnalités. Donc, il faut vraiment avoir ce cadre qui est indépendant du matériel. Ça permet aussi d'avoir un protocole de communication rapide entre les différentes tâches et entre les différents équipements. Et puis, on a aussi élaboré un certain nombre de blocs modulaires qui vont ensuite être embarqués sur ces fameux véhicules pilotés par logiciel. Et au final, on a une espèce de ce qu'on appelle un pipeline. Donc, on part des données qui sont recueillies. Elles sont envoyées dans le cloud. Le modèle est entraîné. On crée des profils qui sont exportés. Après, on crée un code. Le code, il est testé. Il est mis en paquet. Il est testé sur les machines vers lesquelles il est redescendu. Ensuite, la machine est en exploitation. On recueille des données d'exploitation et on referme la boucle en renvoyant des données au cloud. Donc, ceci, ça permet d'élaborer ces véhicules pilotés par logiciel et d'avoir du retour d'expérience de l'exploitation. J'arrive très rapidement à ma conclusion. Je vous ai parlé des différentes tendances qui sous-tendent nos marchés, donc on pousse vers plus d'automatisation. Je vous ai montré un aperçu de nos systèmes, donc une plateforme mécanique sur laquelle on va avoir différents équipements et on va fusionner les données. Ce qui est le plus important, évidemment, c'est le logiciel. Un logiciel qui va avoir des actualisations par incrément via le réseau. Il y a quantité de défis, des défis que l'on doit résoudre avant que cela puisse passer à l'échelle. Et on pense qu'on va pouvoir résoudre ces défis si on travaille de manière isolée. On pense vraiment que c'est l'approche communautaire qui va nous permettre de relever ces différents défis. Pour justement favoriser cette collaboration, nous avons créé le
le Autonomous Operation Cluster, pour mettre à la disposition du marché à terme des véhicules et des équipements autonomes. Et j'en arrive ainsi à la fin de ma présentation. Je vous remercie. Once again, we are... Encore une fois, nous sommes un petit peu en retard, pas trop, mais bon, pendant que Miguel met tout en place, on va peut-être avoir le temps de prendre une question ici ou là. Oui, bien sûr, une petite question là. Oui, j'aurais une petite question. Lorsque vous commencez à parler collaboration, je me demandais, il s'agit de collaboration entre tous les producteurs, mais si votre communauté travaille déjà sur des robots collaboratifs, quel genre de concept devrait être adopté, devriez-vous adopter? Écoutez, oui, effectivement. Alors, on parle de collaboration, de travail sur un code unique. Donc, nous avons une communauté et nous partageons les codes logiciels. Et parmi ces partenaires, il y a des partenaires qui ont des robots. Donc, j'ai parlé, par exemple, de Rosenbauer. Ce sont des véhicules de pompiers et de lutte contre les incendies. Et donc, ils arrivent à utiliser des robots au-delà du champ visuel. Et donc, on développe des logiciels pour cela. Donc, oui, effectivement, on a une collaboration. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais nous avons une collaboration avec eux. Ok, merci beaucoup. Et encore une fois, si vous avez des questions, eh bien, profitons de la pause café pour poser ces questions. Nous sommes un forum et donc il y a 3 jours pour discuter, pour échanger des points de vue. Merci de profiter de la pause café pour le faire. Merci beaucoup. And now we're going to talk about cooperation between aerial robots. Eh bien maintenant, nous allons parler de coopération entre robots aériens et robots terrestres avec Miguel. Merci beaucoup, je suis Miguel Marquez et j'aimerais remercier les collègues qui ont parlé avant moi parce que en grande majorité, ils ont parlé des points que je voulais faire. Donc ça va rendre ma présentation plus facile. Comme vous pouvez le voir, nous avons pas mal de points en commun. Et ça a été agréable de voir que la communauté, ma foi, voit les choses du même œil. Bien. Alors, un petit aperçu de ma présentation. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte, d'où je viens. Je viens du Portugal. Ensuite, je vais parler donc d'opérations de coopération de long terme UAV-UGV et quels sont donc les 2 points clés qui sont la cartographie et les événements environnementaux. Et nous parlerons ensuite de robotique, de planification, de contrôle des éléments de l'environnement, conclusion et questions et réponses. Alors, je viens du Portugal, comme je vous disais. Nous sommes partis de la réalité portugaise. Et nous avons adopté donc l'agenda de la recherche stratégique robotique 2020 de la communauté européenne. Nous avons parlé également du compactage des sols. Nous allons parler, car c'est un problème, mes collègues en ont déjà parlé, donc nous allons parler du développement des véhicules autonomes et des recherches de la communauté qui fait ces recherches. Et puis bien sûr, nous avons développé donc des capteurs IoT pour l'agriculture. Donc, nous en avons déjà parlé dans la première présentation, mais notre travail est d'arriver à réaliser des tracteurs et des machines intelligentes qui puissent fonctionner dès à présent, mais également à l'avenir et qui pourraient être utilisés pendant des années, voire des décennies. Alors, nous travaillons sur un certain nombre de cultures
boisée permanente, donc il s'agit de vignes en l'occurrence. Nous travaillons sur un certain nombre de cultures protégées et nous travaillons également sur la biomasse forestière, notamment dans le cadre de la lutte contre les incendies. Alors, quelques éléments de contexte. Pour ce qui est donc des véhicules autonomes, il y a 3 questions principales. Tout d'abord, il y a la cartographie et la planification des itinéraires. Autrement dit, on a besoin d'avoir une carte des champs pour pouvoir planifier les actions du robot. Ensuite, on doit s'assurer de la sécurité afin que les actions des robots, de ces véhicules autonomes, eh bien, ils doivent être sûrs pour l'environnement, pour les plantes et pour les humains. Et bien sûr, ces machines doivent prendre les bonnes décisions ergonomiques. Autrement dit, on a besoin des bonnes données pour que la machine eh bien, agisse de la bonne manière, au bon moment, au bon endroit. Alors, en ce qui concerne la sécurité est très importante. Quand on parle de véhicules autonomes, c'est évident. Et bien sûr, cette sécurité est améliorée en utilisant des informations terrestres et aériennes. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur la slide, on peut voir un robot terrestre, on peut voir le point de vue de la caméra au sol. Et puis, sur la partie basse, en bas à droite, on peut voir le point de vue du robot vu du ciel. Et l'on peut voir que certains éléments sont reconnus, sont identifiés par le point de vue donc terrestre et l'autre par le point d'autres éléments sont détectés par le point de vue aérien. Et donc on peut fusionner ces 2 sources d'informations pour avoir une meilleure compréhension de l'environnement, surtout en ce qui concerne la sécurité. Bien, donc en ce qui concerne la coopération, le système que nous proposons, eh bien, nous utilisons donc un véhicule aérien qui est connecté par un câble à un véhicule terrestre. Et via ce câble, donc, le véhicule terrestre envoie de l'énergie au drone, parce qu'il s'agit d'un drone. Et donc, la grande partie de l'énergie vient de la batterie de l'engin qui est au sol, parce que la batterie donc du drone est plus petite, plus faible, plus légère. Et donc cela permet de garder en l'air un drone pendant plus longtemps. Et donc ce drone peut élément un certain nombre d'éléments, peut détecter des objets qui se déplacent et peut, ma foi, scanner le terrain pendant tout le temps des opérations. Et on peut également réaliser des cartes topologiques en temps réel. Et donc, même si l'on déploie cet outil dans un environnement qu'il ne connaît pas, il pourra travailler parce que il peut utiliser, ma foi, des cartes qu'il crée en temps réel. Alors, si l'on se penche sur la cartographie robotique, pensez au nombre, à la quantité d'informations agronomiques que l'on peut obtenir d'une seule plante. Et si l'on étend cela à tout un champ, imaginez que cette carte de ce champ sera extrêmement dense. Il y aura énormément d'informations. Par conséquent, la quantité d'informations sera peut-être supérieure à la mémoire RAM du robot. Par conséquent, on ne pourra pas allouer toute cette carte on ne pourra pas stocker toutes ces informations dans la carte, dans la mémoire RAM. Donc il y a 2 solutions simples. Soit on utilise une carte locale où il y a toutes les informations, donc on utilise une partie de la carte, ou bien on utilise une carte plus globale, mais avec moins d'informations, afin d'éliminer une partie des informations qui ont été collectées. Et donc les 2 solutions ne sont pas idéales. Donc, nous, ce que nous proposons chez Inechitech, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Navibox. Ce Navibox, mes collègues en ont déjà parlé, l'idée, c'est de mettre tous ces logiciels dans une boîte qui serait connectée à un véhicule
que ce soit un nouveau véhicule intelligent en développement ou un ancien véhicule avec des capteurs modernes. Donc on peut rajouter un certain nombre de capteurs sur un ancien véhicule et utiliser le Navibox pour le rendre autonome. Ici, bien sûr, on fait de la cartographie en 3 dimensions et on fait également, cet outil fait également du calcul d'itinéraire sûr. Alors, la cartographie. Alors, la solution utilisée par le Navibox ici, on utilise donc une série de cartes sous forme de graphique, comme l'on peut voir. C'est donc une carte sous forme de graphique qui est stockée dans le disque dur du robot, là où il y a beaucoup d'espace de stockage. Et puis ensuite, les cartes locales. Chaque node ici, c'est une carte locale qui est transférée à la mémoire RAM alors que ce robot avance dans le champ. Ainsi, on peut garder toutes les informations liées au plan du champ et on peut utiliser cette information au fur et à mesure que l'on avance dans le champ. Et si l'on pense, si l'on réfléchit donc à ce calcul d'itinéraire, Navibox utilise donc l'inclinaison du terrain et la masse du robot afin de réaliser un calcul d'itinéraire en toute sécurité. Parce que, bon, si vous avez déjà été au Portugal et à Porto, vous verrez que les vignes sont sur des pentes très très raides. Et bien sûr, il faut prendre en compte le centre de gravité du robot et la pente. Si on ne le fait pas, si on ne prend pas en compte ce type d'information, alors le robot peut, ma foi, tomber et causer des accidents. Et donc, ça, ce sont des données que nous avons publiées et l'on peut voir ce robot en action. Et il y aura une petite démo qui sera faite avec des robots utilisant cette technologie. Bien, voilà une petite vidéo de la fusion des informations du point de vue donc aérien et terrestre, fusion des informations aériennes et terrestres. Alors, comme vous pouvez le voir, le point de vue terrestre, le robot au sol n'arrive pas à détecter toutes les informations importantes au sol. Et c'est essentiel. Et donc, ce qu'il faut, c'est fusionner les informations. Et nous proposons l'utilisation d'une caméra et d'un lidar. Nous proposons de fusionner ces deux informations afin d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement. Et donc, ces trois points peuvent être améliorés en utilisant donc des véhicules aériens et des véhicules au sol en coopération tout le long des opérations. Et donc ça, c'est le projet que nous avons mis en place. Et c'est l'objet de nos travaux de recherche. Voilà. Vous pouvez vérifier, donc, vous pourrez voir les Navibox en action jeudi matin et jeudi après-midi. Vous verrez des robots qui ont été développés par Initiatic et vous pourrez les voir en action lors des démonstrations au FIRA. Jeudi matin, jeudi après-midi. Et ceci étant dit, eh bien, c'est la fin de notre présentation et je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Eh bien, merci infiniment. Avant de prendre les questions, je dois vérifier si Paul Chambon, notre prochain orateur, est là, ou peut-être quelqu'un d'autre d'Hexagone Carrea pour la prochaine présentation. Bon, bah écoutez, on a plein de temps pour les questions. Pour en prendre plus d'une question. Avons-nous des questions pour Miguel? Oui, bonjour.
Merci pour cette excellente présentation. J'ai une petite question rapide concernant la région de Douro. Effectivement, ce sont des, on y voit des pentes très raides et effectivement, les systèmes GPS là-bas ne sont pas optimaux. Comment est-ce que vous gérez cela? Eh bien, écoutez, nous, on utilise des lidars et des caméras pour créer une carte de l'environnement, une carte topologique. Et ce lidar permet de cartographier les cultures et on utilise sa position au sein même du champ pour se situer. Donc ça, un des orateurs précédents en a parlé, on utilise le LAM pour localiser le robot au sol dans le champ et on utilise l'image du véhicule aérien afin de situer le véhicule au sol. Donc même si on n'a pas le GNSS, on peut néanmoins avoir les robots qui circulent dans le champ. On sait où le robot se trouve dans le champ. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une deuxième question. Oui, merci beaucoup pour cette excellente présentation. En fin de compte, je pense que j'ai deux questions. J'en ai une, enfin ça c'est lié à la législation en Allemagne. On n'a pas le droit d'utiliser un véhicule, un drone sans opérateur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Alors oui, effectivement, la législation change. Il s'agit là d'une recherche qui cible l'avenir. D'ici 10 ans, 15 ans, je pense que cette recherche sera arrivée à maturité. Et donc, nous sommes encore en phase de prototype, en phase de recherche. Donc, nous publions un certain nombre de papiers et nous préparons la base de l'avenir. Donc, à l'avenir, on ne sait pas quel sera le cadre législatif et donc effectivement c'est une des raisons pour lesquelles nous voulons nous concentrer sur la sécurité. Je me suis énormément attardé sur la sécurité dans la présentation parce que si l'on peut prouver que ce système autonome aérien et au sol couplé sont sûrs, si on peut le prouver, alors peut-être que la législation et le législateur permettra l'utilisation de ces véhicules. Donc voilà. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Mais nous sommes au tout début de la recherche et effectivement, on espère que ces technologies seront mûres d'ici 10-15 ans. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions pendant la pause café. Encore une fois, merci infiniment. On va peut-être passer directement au dernier orateur de la session, à savoir Jorge Aviles du XLIM Research Institute. Et donc notre dernier orateur sera Jorge Aviles qui nous parlera donc de navigation GPS et de fusionnage des fusions des allées. Eh bien, bonjour, je suis Xavier Xaviles. Je suis ravi de pouvoir partager les résultats de nos recherches. Alors, j'aimerais commencer en précisant que la navigation autonome est une des tâches les plus difficiles en termes de robotique, notamment dans un environnement agricole. Tout d'abord, ces environnements sont assez particuliers parce qu'on a besoin d'un robot qui réalise un certain nombre de tâches. Ces tâches ne sont pas prédéfinies
et implique des obstacles et des objets qui ne sont pas forcément prévus. Ensuite, si l'on se concentre sur les GPS et les caméras, on a des problèmes. Pour le GPS, il y a la question de la précision qui n'est pas suffisante pour un certain nombre d'applications. Le manque de précision veut que l'on utilise un certain nombre de capteurs et de caméras, mais en fonction donc de la luminosité, la performance de ces caméras sera impactée. La plupart des véhicules circulent à l'extérieur où l'on ne peut pas contrôler la visibilité. Et donc, il y a un certain nombre de difficultés et pour surmonter ces difficultés, nous essayons de trouver des solutions. Première solution, c'est le pilotage à distance et qui requiert la présence d'un humain pour piloter à distance. Ensuite, la création de chemins. On peut également utiliser donc des systèmes de navigation, GNSS, on en a déjà parlé. Et puis, on peut utiliser un certain nombre de capteurs. Alors, après avoir discuté de ces différentes difficultés, des différents capteurs, voici la solution que nous avons mise en place. On a fusionné les informations caméra des informations GPS. Et voici le résultat. Voici un exemple assez typique pour la navigation dans un champ. Nous avons participé à une compétition l'an dernier. Ici, nous avons 4 parcelles et nous devons réaliser un certain nombre de tâches de façon entièrement autonome. Ici, il y a 3 zones. La première, donc, c'est une parcelle où nous avons un certain nombre de cultures distribuées de façon inégale. Et entre la parcelle 1 et la parcelle 2, il y a une zone de transition où il n'y a pas de culture. Et pour passer de la parcelle 2 à 3, il faut faire un demi-tour, réaliser un demi-tour. Et donc, nous avons divisé donc, les opérations en 7 étapes. Tout d'abord, on utilise un système de visualisation dans l'espace. Puis, pour réaliser ce demi-tour, nous avons utilisé des données GPS parce que là, nous n'avons pas d'informations visuelles. Alors, on commence avec les informations visuelles. Donc, tout d'abord, nous avons l'image obtenue par notre système d'acquisition. Donc, ce système d'acquisition est intégré à la plateforme expérimentale. Et donc là, on peut distinguer un certain nombre de plantes. Pour la compétition, ici, il fallait distinguer entre le maïs et des haricots verts. Ensuite, nous avons réalisé un traitement de l'image. Nous avons appliqué des ratios pour pouvoir discriminer entre les chemins et les cultures. Ensuite, nous avons réalisé des estimations donc des rangées. Et si l'on projette ces rangées dans l'image, elles vont se rencontrer on a un point qu'on appelle le point de fuite. Et l'idée, c'est de maintenir ce point de fuite en permanence au centre de l'image afin que l'on puisse corriger la trajectoire. Tout en bas, on applique différents modèles pour notre plateforme expérimentale afin de transformer l'information visuelle de la plateforme pour la contrôler. Et donc, nous utilisons différentes matrices à cette fin. Et puis, nous avons calculé plusieurs vitesses. Une vitesse donc de circulation linéaire et une vitesse de circulation pour tout ce qui est virage. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans les zones de transition? Eh bien, dans les zones de transition, il n'y a pas de culture de plantes à détecter. Donc, encore une fois, ici, nous avons l'image. Ensuite, nous appliquons une transformation qui s'appelle donc une transformation vue du ciel. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'avantages à cela. Nous simulons une caméra. C'est une caméra virtuelle qui est dans cette situation et cela nous permet d'identifier les distances, comme on peut voir dans la deuxième image. Ensuite, nous appliquons une transformation spatiale en couleur et cela nous permet de détecter les contours des parcelles grâce à un détecteur de contours. Et ensuite, cela nous permet d'estimer la vitesse de circulation et la trajectoire. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous arrivons en fin de parcelle? Eh bien, nous avons ici un certain nombre d'informations. Quant à la parcelle, il y a les informations. Quand on n'a pas les informations visuelles, nous sommes obligés d'utiliser les informations GPS. Alors déjà, il faut identifier les limites de la parcelle. Et pour cela, on utilise différentes techniques pour estimer donc la zone de fin de parcelle. Et là, vous pouvez voir sur cette photo la limite. Et à ce moment-là, nous devons passer à une autre stratégie de contrôle. Et donc, on utilise les coordonnées GPS pour passer de la parcelle A à la parcelle B. Alors ici, bien sûr, tout d'abord, il faut quitter la parcelle A sans endommager les cultures. Ça, c'est la première contrainte. Alors, il faut quitter la parcelle et ensuite, en utilisant les coordonnées GPS, il faut calculer une trajectoire pour guider la plateforme vers la deuxième parcelle. Et une fois que nous aurons défini cette trajectoire, on utilise un modèle de contrôle prédictif afin d'anticiper le comportement de cette plateforme. Et ainsi, nous pouvons positionner la plateforme et suivre la trajectoire. Alors, une fois que nous serons arrivés au point B, on reprend la méthode de calcul du point de fuite et on a des informations visuelles pour pouvoir opérer à nouveau. Bien. Donc, voici un certain nombre de résultats de simulation. Alors, j'aimerais mentionner un certain nombre de points importants quant à la simulation, car nous utilisons des simulations, un simulateur extrêmement réaliste qui s'appelle Gazebo, et nous pouvons intégrer notre plateforme. Nous pouvons intégrer un certain nombre de conditions comme des distances, distribution, type de culture. Ici, on peut créer un certain nombre de rangées, enfin tout ce que l'on veut en réalité. Et donc, les résultats expérimentaux, comme je l'ai déjà dit, nous avons participé à une compétition internationale dans des conditions tout à fait réalistes où nous avons obtenu la trajectoire qui est donc à droite de l'écran. Et comme vous pouvez le voir, la correction de la trajectoire est un calcul qui permet de maintenir en permanence le point de fuite au centre de l'image. Alors avant de conclure, j'aimerais vous montrer une petite vidéo que voici. Alors à gauche, vous pouvez voir donc l'estimation du point de fuite. Comme vous pouvez le voir, ici on est dans un champ de maïs. Vous pouvez voir la progression du robot.
Et donc, on réévalue donc ce point de fuite en permanence. Voici les résultats. Alors, à droite, vous pouvez voir le demi-tour réalisé par la plateforme expérimentale. Et en bas, vous pouvez voir la navigation autonome, pas toujours autonome d'ailleurs, hein, mais ici, voilà. On est dans des conditions en plein champ tout à fait réalistes et nous avons obtenu les résultats dont je viens de vous parler. Et donc, pour conclure cette présentation, alors, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passerait si on appliquait cette technique eh bien, dans différentes cultures? Eh bien, ma foi, on a utilisé et testé le robot dans différents types de cultures à différents moments. Et ici, peu importe le nombre de rangées, on peut toujours calculer ce point de fuite. Et c'est le grand avantage de la fusion entre la fusion des informations GPS et des informations vidéo. Cela nous permet de d'accorder à ce véhicule l'autonomie dont il a besoin pour opérer. Et donc, si l'on dépend soit de l'une, soit de l'autre, alors on peut faire face à un certain nombre de difficultés. Mais grâce à la fusion de ces deux sources d'informations, on obtient une autonomie intégrale. Alors, nous intégrons des informations visuelles et cela permet de protéger les cultures. On n'endommage pas les cultures en navigation. On ajuste, on recalcule en permanence la trajectoire pour protéger ces cultures. Et donc, le MPC est une alternative afin de réaliser, afin de naviguer dans des zones où on n'a pas d'extraction disponible. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ces questions avec notre plateforme expérimentale. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, je serais ravi de pouvoir y répondre. Merci infiniment, Jorge. Nous avons le temps pour une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un aimerait poser des questions à Jorge sur les capteurs, sur la navigation, fusion des informations? Alors, personne n'a de questions, mais moi, bien sûr, j'en ai une. Vous nous avez montré différentes stratégies mises en place, mais vous n'avez pas expliqué comment vous passez d'une stratégie à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisé, qui se fait de façon automatique, ou est-ce que c'est planifié à l'avance? Comment est-ce que cela fonctionne? Ah, nous avons effectivement un planificateur, je n'en ai pas parlé, c'est un petit peu le cerveau de notre machine, de notre système. Et donc, c'est ce cerveau qui décidera quand il faut passer d'un système à un autre. Donc, approche visuelle à approche GPS. D'accord, merci, merci. Une autre question peut-être? Alors, ma question est un peu similaire, mais vous spécifiez le point GPS pour le changement? Est-ce que c'est votre détecteur de plan qui comprend qu'on arrive en fin de rangée et est-ce qu'il passe automatiquement à l'autre technique, ou est-ce que vous avez déterminé un point GPS pour déclencher le changement de mode? Alors, nous avons effectivement un algorithme qui nous permet de détecter le bon moment pour opérer le passage d'une technique à une autre. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Jorge. Et ceci conclut la première session de cet atelier. Nous avons le temps pour une pause café bien méritée et nous nous retrouverons ici à 10h30 pour la deuxième session. Bonne pause.